Je m'appelle Marco Antonio Villarreal Sanchez, et si je parle aujourd'hui, c'est parce que le silence est devenu plus insupportable que la peur de mourir. Pendant 8 ans, j'ai servi comme sicario au sein du cartel Jalisco Nueva Generación. J'ai versé du sang, j'ai obéi à des ordres, j'ai fermé les yeux sur des crimes que je ne pourrai jamais effacer. Mais il existe un épisode de ma vie qui dépasse toutes les lignes rouges, un secret que je n'ai jamais avoué à personne et qui m'accompagne chaque nuit comme une ombre impossible à repousser. Cet épisode s'est déroulé en mars 2019, 3 mois seulement après l'investiture d'Andrés Manuel López Obrador. À l'époque, le Mexique retenait son souffle. Le pays s'était enfoncé dans une guerre contre le narcotrafic qui durait depuis plus d'une décennie, et le nouveau président promettait une stratégie différente des abrazos pas des balles. Moi, j'étais déjà profondément enraciné dans la machine du CGNG, et je n'aurais jamais imaginé que mon destin croiserait celui du chef de l'État. Ce matin-là, dans les jardins du Palais national, je suis devenu le messager d'un pacte que personne n'aurait dû voir. C'est moi qui ai remis à López Obrador une lettre écrite de la main de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, l'homme le plus recherché du Mexique. Le contenu de cette lettre n'était pas une menace, mais une proposition, une trêve, une promesse de réduire la violence en échange d'un espace pour respirer. En 2 minutes, sous les yeux de 2 gardes du corps, j'ai tendu au président du Mexique un papier sans en-tête, sans signature, mais chargé d'un poison politique capable de bouleverser l'histoire. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage quand il a lu ces lignes. D'abord intrigué, puis surpris, puis dur, presque glacé. Quand il releva les yeux vers moi, j'ai compris que rien ne serait plus jamais pareil. Sa réponse courte et tranchante m'a condamné à porter ce poids jusqu'à ma tombe. Le Mexique ne négocie pas avec des criminels. Si vous voulez la paix, livrez-vous à la justice. À partir de ce moment-là, tout a basculé. Je n'étais plus un simple chauffeur de confiance, ni un garde du corps privilégié. J'étais devenu le lien invisible entre le plus puissant cartel du pays et le président de la République. J'étais un traître aux yeux du gouvernement et un pion sacrificiel aux yeux de mon propre patron. Si je commence mon histoire par cet aveu, ce n'est pas pour provoquer ni pour me vanter. C'est parce que cet instant dans les jardins de Palacio Nacional a marqué le tournant de ma vie. Tout ce que j'ai fait avant m'a conduit à ce moment, et tout ce que j'ai fait après n'a été qu'une tentative désespérée d'échapper aux conséquences. Mais pour comprendre comment un maçon de Tonalá a pu se retrouver à tendre un message du Mencho au président du Mexique, il faut revenir bien plus en arrière, à mes origines, à la misère qui m'a façonné aux blessures qui m'ont poussé vers l'ombre. Je suis né à Tonalá, dans l'état de Jalisco, un endroit où la poussière et la pauvreté collent à la peau comme une seconde nature. Ma maison d'enfance n'était qu'un carré de parpaing mal cimenté, une tôle en guise de toit et un sol de terre battue. C'est là que j'ai appris très tôt que la vie ne pardonne pas et que pour survivre, il faut porter des fardeaux qui écraseraient n'importe quel enfant. Mon père est parti quand j'avais 12 ans. Il a disparu comme un fantôme, sans explication, sans adieu. Peut-être qu'il a fui la misère, ou peut-être qu'il n'a jamais supporté la responsabilité d'une famille. Peu importe. Son absence m'a marqué au fer rouge. À partir de ce jour, j'ai compris que j'étais le seul homme de la maison, que la survie de ma mère et de mes 2 petites sœurs dépendait de mes épaules. Ma mère, Rosa, souffrait de diabète. Chaque mois, il fallait trouver de l'argent pour l'insuline, les consultations, les médicaments. Mais où trouver ces pesos quand le seul travail accessible à un adolescent de 15 ans était de porter des briques sur un chantier? Mes mains se sont couvertes de callosité, mes épaules se sont voûtées avant l'âge, et chaque soir, je rentrais épuisé, incapable de répondre aux questions innocentes de mes sœurs. Pourquoi papa n'est plus là? Quand est-ce que maman ira mieux? Les semaines passaient, et la faim rôdait toujours autour de notre table. Mon salaire de maçon ne suffisait pas. 1000 pesos par semaine, c'était à peine assez pour acheter du maïs, des haricots
et un peu de viande une fois par mois. Pendant que d'autres jeunes de mon âge rêvaient de foot, de filles et de voitures, moi je comptais les pièces de monnaie pour savoir si je pouvais offrir à ma mère une injection de plus. J'ai grandi avec une colère sourde, pas contre ma famille, mais contre ce système injuste qui condamne les pauvres à se briser le dos pour enrichir les autres. Chaque jour, je voyais les quartiers riches de Guadalajara s'étendre, les villas luxueuses, poussées derrière des murs de verre et d'acier, pendant que nous, à Tonala, nous survivions dans la poussière et l'oubli. C'est ce contraste, ce gouffre entre deux mondes qui a planté la graine de ma future perdition. Je n'ai jamais rêvé de devenir criminel. Je rêvais simplement de pouvoir payer les médicaments de ma mère, de voir mes sœurs aller à l'école sans honte, de construire une petite maison digne de ce nom. Mais la misère est une bête sournoise. Elle murmure à ton oreille que tu n'as pas le choix, qu'il faut accepter n'importe quelle offre, même la plus sombre, si tu veux sauver ceux que tu aimes. À 16 ans, j'avais déjà enterré 2 camarades de chantier morts dans des accidents stupides, écrasés par des blocs de béton mal fixés. Je me suis dit, voilà la fin qui m'attend si je continue ici, mourir anonyme, oublié pauvre. Cette pensée m'a glacé. Alors quand une opportunité s'est présentée, quand un homme armé vêtu de noir m'a demandé si je voulais une vie différente, j'étais déjà mûr pour dire oui. Je ne le savais pas encore, mais toutes ces années de privations et de rage silencieuses m'avaient préparé à franchir la ligne. Les racines de ma misère allaient devenir les racines de ma chute. C'était en 2010, un matin brûlant de Zapopan. Je travaillais sur un chantier dans un quartier huppé Puerta de Hierro, où les maisons ressemblaient à des forteresses modernes. Je posais des briques trempées de sueur, quand un rugissement de moteur a brisé le silence. 3 camionnettes blindées se sont arrêtées devant la construction. Les ouvriers autour de moi se sont figés, comme si la mort elle-même venait de descendre de ces véhicules. Certains ont laissé tomber leurs outils, d'autres se sont cachés derrière les murs inachevés. Moi, j'ai continué à travailler le cœur battant, mais les mains fermes. Les portières se sont ouvertes. Des hommes en gilets pare-balles, armés de fusils d'assaut, ont émergé. Ils n'étaient pas venus semer le chaos. Leur présence avait quelque chose de cérémonial. Ils étaient là pour parler à l'ingénieur responsable du chantier. Ce jour-là, j'ai appris que la maison que nous construisions appartenait à Nemesio Oseguera Cervantes. À l'époque, il n'était pas encore le mencho que tout le Mexique allait craindre, mais déjà un homme puissant, un entrepreneur qui blanchissait l'argent du narcotrafic à travers l'immobilier. Un de ces sicarios surnommé El Cholo m'a remarqué. Tandis que les autres ouvriers se tremblaient, moi je continuais à aligner mes briques. Il s'est approché et m'a lancé d'un ton mi-sérieux, mi-amusé. « Et toi, pourquoi tu n'as pas peur ?» Sans lever les yeux, j'ai répondu « Parce que je n'ai rien fait de mal, et parce que la peur ne nourrit pas ma famille. » Il a éclaté de rire. Pas un rire méprisant, mais un rire de reconnaissance. Ce simple échange a scellé mon destin. Nous avons parlé quelques minutes comme 2 hommes ordinaires. Je lui ai confié que j'étais le seul soutien de ma mère malade et de mes 2 sœurs, que je n'avais aucun avenir dans ce travail de misère. Il m'a écouté en silence, puis il m'a posé 2 questions simples. « Tu sais conduire, tu sais être loyal. » Je lui ai répondu oui aux 2 sans mesurer la portée de mes mots. Il a souri et m'a lancé une phrase que je n'ai comprise que bien plus tard. « Et si ta famille devenait plus grande ?» 1 semaine après, il est revenu. Il n'avait rien oublié. Cette fois, il m'a fait une proposition claire de devenir chauffeur pour son organisation. On a besoin d'un homme de confiance. Quelqu'un qui sait conduire sous pression et qui ne parle pas trop. On te paiera 5 fois plus que ce que tu gagnes ici. 5 fois plus. Pour moi, c'était une fortune. Avec cet argent, je pouvais payer l'opération de ma mère, acheter les médicaments, offrir une chance d'étudier à mes sœurs. Je savais que je m'aventurais sur un chemin dangereux, mais j'ai dit oui sans réfléchir davantage. Je croyais que ce n'était qu'un travail de chauffeur, que je resterais à la marge loin du sang et de la violence. Je me trompais lourdement.
Mon premier rôle fut simple, conduire des commandants secondaires du cartel, les déposer, les attendre, les ramener. C'était comme être chauffeur d'Uber, mais pour des hommes armés. Pas de fusillade, pas d'adrénaline, juste des trajets silencieux où je gardais les yeux sur la route et les oreilles fermées. À ce moment-là, je me disais encore que ce n'était pas un crime. C'était un service payé très cher. Mais l'ombre s'infiltrait déjà en moi. Chaque fois que je tenais un volant pour eux, chaque fois que je voyais l'argent couler à flot, je m'éloignais un peu plus de la vie d'ouvrier honnête que j'avais connue. Ce que je croyais être une bouée de sauvetage n'était en réalité que la première marche d'un escalier qui descendait tout droit en enfer. Il n'y a pas de cérémonie officielle pour entrer dans un cartel. Pas de serment solennel, pas de rituel avec des bougies comme dans les films. Le vrai baptême, c'est le sang. Le mien est arrivé en silence, au détour de missions qui semblaient d'abord banales. Pendant plusieurs mois, je n'ai été qu'un chauffeur. Je transportais des hommes, de l'argent, parfois des caisses, dont je ne demandais pas le contenu. Mais très vite, on m'a confié davantage. J'ai commencé à convoyer des armes puis de la drogue. Chaque livraison réussie me rapportait des liasses épaisses, et chaque peso me rappelait que je pouvais enfin acheter les médicaments de ma mère, offrir des cahiers neufs à mes sœurs. L'argent avait un goût enivrant presque sucré, mais je sentais déjà qu'il était imprégné de sang. C'est en 2012 que ma vie a franchi une nouvelle étape. J'étais alors au service d'un commandant surnommé L425. Un soir, on m'a envoyé le chercher dans une maison de sécurité à Tlajomulco. Quand j'ai vu la scène, je n'ai pas su si je devais être effrayé ou honoré. 20 camionnettes alignées, des dizaines de sicarios armés jusqu'aux dents, et assis au milieu d'un salon spartiate, un homme d'allure ordinaire moustachu de taille moyenne, mais avec un regard qui transperçait l'âme Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Je n'oublierai jamais ce moment. Il m'a observé comme s'il voulait lire à l'intérieur de ma tête. « Tu es Marco, le chauffeur d'L451. » J'ai hoché la tête. « On dit que tu conduis bien et que tu ne parles pas trop. » Je n'ai rien répondu de peur de dire une bêtise. Il a murmuré quelque chose à l'oreille de mon commandant, puis s'est levé et a quitté la pièce. Cette rencontre aussi brève, soit-elle a changé mon destin. Le lendemain, L435 m'a confié. « Le patron t'a apprécié, pas parce que tu essaies de lui plaire, parce que tu restes vrai. Ça ici, ça vaut plus que toutes les flatteries. À partir de ce jour, je n'étais plus un simple chauffeur. J'étais remarqué par l'homme qui deviendrait bientôt le criminel le plus puissant du pays. Le cartel me testait. Il voulait voir jusqu'où j'étais prêt à aller, jusqu'où je pouvais fermer les yeux. Le vrai baptême est arrivé l'année suivante. Los Zetas avait enlevé et torturé la famille d'un de nos commandants à Veracruz. Le Mencho a convoqué une réunion dans un entrepôt de Tlaquepaque. Plus de 50 sicarios rassemblés tous armés. Au centre Mencho, calme précis, exposant son plan de représailles. Sa voix n'avait rien de tonitruant, mais chaque mot résonnait comme une sentence. On va leur montrer que Jalisco se respecte. On m'a assigné à une cellule chargée de conduire un convoi de 15 camionnettes. Ma mission était claire, suivre les ordres, ne pas poser de questions. Nous sommes partis en pleine nuit vers un village tenu par les États. Quand le soleil s'est levé, l'enfer s'est déchaîné. Rafales, crises, maisons incendiées. Plus de 30 hommes ont été exécutés. Je n'ai pas tiré une seule balle, mais j'étais là au volant moteur rugissant, respirant l'odeur de poudre et de chair brûlée. Mes mains tremblaient, mes yeux voulaient se fermer, mais je ne pouvais pas fuir. J'étais complice, j'étais acteur. En quelques heures, j'ai franchi une ligne invisible, celle qui sépare un homme ordinaire d'un criminel à jamais marqué. Quand je suis rentré à Guadalajara ce soir-là, j'ai regardé mes sœurs dormir. Je leur avais promis un avenir meilleur, mais je savais déjà que le prix serait ma propre âme. On peut dire qu'à Veracruz, je n'avais fait que frôler la ligne. J'avais conduit, observé, tremblé, mais mes mains n'avaient pas appuyé sur la détente. Pourtant, dans ce monde, personne ne reste spectateur bien longtemps. Le moment finit toujours par arriver, celui où l'on doit tuer de ses propres mains ou mourir soi-même.
Le mien est venu en 2014, lors d'une mission qui au départ ne semblait pas différente des autres. J'étais affecté à un petit groupe chargé de surveiller une maison de sécurité dans les faubourgs de Guadalajara. On nous avait dit qu'un traître s'y cachait, un ancien membre du cartel, accusé d'avoir donné des informations à la police fédérale. Pendant 2 jours, nous avons attendu, observé, noté les allées et venues. Puis un soir, l'ordre est tombé. Allez le chercher. Pas de bruit, pas de témoin. Quand nous avons enfoncé la porte, l'homme était là. Il n'avait pas plus de 30 ans, les yeux hagards, la barbe mal rasée. Il a à peine eu le temps de lever les mains. Un de mes compagnons m'a tendu une arme. À toi l'honneur, Marco. Il faut que tu apprennes. Je me souviens encore du poids froid du pistolet dans ma main. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. L'homme a supplié, balbutié qu'il avait une famille qu'il n'avait jamais trahie. Je n'entendais plus ces mots, seulement un bourdonnement dans mes oreilles. Mes doigts tremblaient, mes jambes se dérobaient. Fais-le, ou c'est toi le suivant. La voix de mon compagnon était glaciale, implacable. Alors j'ai tiré. 1 fois, 2 fois. La détonation a résonné comme un tonnerre dans cette pièce étroite. Le corps est tombé lourdement, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Le silence qui a suivi m'a broyé le cœur. Je suis sorti dans la nuit, incapable de respirer. J'ai vomi derrière la camionnette, les mains couvertes de sueur. J'avais franchi le seuil. Je n'étais plus seulement un chauffeur, un logisticien, un complice. J'étais devenu un tueur. Et ce que j'avais perdu ce soir-là, ce n'était pas seulement mon innocence. C'était une part de mon humanité. Mais dans le cartel, personne ne t'offre le temps de réfléchir. Le lendemain, j'ai reçu une tape sur l'épaule et une enveloppe gonflée de billets. Bienvenue parmi nous, hermano. Maintenant, tu es des nôtres. Avec l'argent, j'ai payé une nouvelle opération pour ma mère, j'ai acheté des livres pour mes sœurs, j'ai ramené de la nourriture qu'elles n'avaient jamais goûtée. Elles m'ont embrassé avec gratitude, sans savoir que chaque bouchée était trempée dans le sang d'un homme que j'avais abattu. Peu à peu, la nausée a laissé place à une forme d'acceptation. Les nuits d'insomnie se sont espacées, remplacées par une carapace d'indifférence. Je me surprenais à répéter en silence les mots d'L45. Dans ce métier, tu tues ou tu meurs. Il n'y a pas de milieu. À partir de ce jour, je n'ai plus hésité. 3 vies se sont ajoutées à mon compte dans les années qui ont suivi. 3 hommes que j'ai tués de mes propres mains, chacun avec son histoire, chacun avec ses suppliques inutiles. Chaque fois, la première balle brûlait, mais la deuxième passait plus facilement. Jusqu'à ce que la peur se transforme en routine. Le premier sang n'est jamais oublié. Il reste comme une cicatrice invisible, une marque qui te rappelle qui tu es devenu. Et moi j'étais devenu ce que je n'aurais jamais cru être, un sicario, un assassin, au service d'un empire en pleine ascension. À partir du moment où j'ai versé mon premier sang, tout s'est accéléré. Dans le cartel tué, n'est pas seulement une preuve de loyauté, c'est un rite de passage. J'étais désormais considéré comme fiable, et les portes de la hiérarchie s'ouvraient devant moi. De chauffeur, je suis devenu homme de confiance. De simple exécutant, je suis passé dans le cercle rapproché. En 2015, j'ai été affecté à l'équipe de sécurité personnelle du Mencho lui-même. Être dans son ombre, c'était à la fois un privilège et une condamnation. Chaque déplacement ressemblait à une opération militaire. Les convois blindés traversaient Guadalajara, Colima, Michoacán. À chaque arrêt, des périmètres entiers étaient insécurisés. Je voyais la peur dans les yeux des civils qui croisaient notre route. Ils savaient que nous n'étions pas la police, mais que nous valions plus qu'elle. Le Mencho n'était pas comme les autres chefs que j'avais rencontrés. Là où beaucoup cherchaient à impressionner par la brutalité, lui imposaient le respect par le silence. Ses décisions étaient froides, stratégiques, calculées. Un jour, lors d'un long trajet, il m'a confié une phrase que je n'ai jamais oubliée. La violence est un outil, pas un objectif. Les idiots tuent pour tuer. Les intelligents tuent pour construire.
Ces mots résumaient sa philosophie. Nous n'étions pas seulement une bande de criminels, nous étions selon lui une entreprise. Et comme toute entreprise, nous devions croître, investir, diversifier. Entre 2015 et 2016, le CGNG s'est transformé d'une organisation régionale en une puissance nationale. Les routes de la drogue s'étendaient de l'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis. Nos laboratoires tournaient à plein régime. L'argent coulait comme jamais. Moi, je baignais dans un luxe que je n'aurais jamais imaginé. Villas, avec piscine voiture blindée, dernier cri fête où le champagne coulait à flots. J'offrais à ma famille une vie meilleure, mais au fond de moi, je savais que tout cela reposait sur des cadavres. Chaque bouteille ouverte, chaque billet de banque que je distribuais portait l'odeur métallique du sang. Mon rôle s'élargissait. Je n'étais plus seulement un garde du corps, j'accompagnais le Mencho lors de ses réunions avec des commandants régionaux. J'écoutais les plans d'expansion. J'apprenais comment un empire criminel se gère comme une multinationale. Derrière les fusils, il y avait des tableaux de chiffres des stratégies d'investissement, des accords commerciaux avec l'Europe et l'Asie. Mais plus je montais, plus je découvrais la face sombre de ce pouvoir. Car à chaque ascension correspond un prix, celui de l'âme. J'avais commencé à sentir que je n'étais plus l'homme de Tonala qui rêvait d'aider sa mère. J'étais devenu une pièce centrale dans une machine qui dévorait le Mexique. Et pourtant je n'arrivais pas à m'arrêter. L'argent, le respect, la sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Tout cela était addictif. On croit pouvoir contrôler l'ivresse du pouvoir, mais c'est elle qui finit par nous contrôler. J'étais pris au piège de ma propre ascension. Mon ascension m'avait donné accès à des privilèges que je n'aurais jamais osé rêver. Pourtant, plus les murs de luxe s'élevaient autour de moi, plus je me sentais enfermé. Une cage dorée, voilà ce qu'était devenu mon existence. Dans le CGNG, la première loi est le silence. On ne parle pas de ce qu'on voit, on ne demande pas ce qu'on ne doit pas savoir. Chaque mot de trop peut signer ton arrêt de mort. J'ai vu des hommes disparaître pour une simple indiscrétion, parfois même pour un regard mal interprété. La peur n'était pas une exception, elle était le quotidien. Les punitions étaient d'une cruauté calculée. Un sicario accusé de trahison était exécuté devant tous comme un rappel de ce qui nous attendait si nous faiblissions. Parfois, on ne se contentait pas de tuer. On torturait, on exposait les corps, on transformait les cadavres en messages vivants. Ces mises en scène étaient à la fois des avertissements pour nos ennemis et des chaînes invisibles pour nous les soldats. Chaque goutte de sang versée liait un peu plus notre loyauté à l'organisation. Et pourtant, à côté de cette brutalité, il y avait les fêtes. Des soirées où les tables croulaient sous les bouteilles de tequila, de whisky, de champagne importé. Des montagnes de cocaïne posées comme des pyramides blanches, des femmes recrutées pour amuser les commandants des musiciens, payés pour jouer toute la nuit. Nous vivions comme des rois, mais des rois paranoïaques. Car derrière chaque sourire se cachait la suspicion, derrière chaque toast résonnait la peur d'un poignard dans le dos. Je me souviens d'une soirée à Colima, dans une hacienda luxueuse appartenant à l'un de nos financiers. Tout brillait, les piscines illuminées, les voitures garées comme des trophées, les bijoux scintillant au cou des invités. Mais au milieu de cette opulence, j'ai croisé le regard d'un camarade qui savait trop. Il avait vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. 2 semaines plus tard, son corps a été retrouvé dans une rivière sans main ni langue. C'était le rappel brutal ici. Le luxe ne rachetait pas la peur, il l'accentuait. À l'intérieur du cartel, les relations étaient un mélange toxique de loyauté et de trahison. On appelait certains hermanos, mais chacun savait que le mot pouvait s'effacer au premier soupçon. La méfiance était constante et les alliances ne duraient jamais. Le Mencho cultivait cette paranoïa. Il voulait que personne ne se sente indispensable. Ainsi même ses hommes les plus proches restaient sur leur garde. Moi, j'étais à la fois honoré et prisonnier. Je voyageais dans des convois blindés, je portais une arme plaquée,
Or, j'avais accès à des maisons de luxe que des ouvriers comme moi n'auraient jamais approchées. Mais je ne pouvais plus dormir sans un fusil chargé près de mon lit. Je ne pouvais plus marcher dans une rue sans sentir des yeux dans mon dos. J'avais tout ce que je croyais vouloir, et j'avais perdu la seule chose qui compte vraiment, la liberté de respirer sans peur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous n'étions pas des seigneurs, mais des prisonniers. Une cage dorée certes, mais une cage quand même. Et les barreaux n'étaient pas faits de fer. Ils étaient faits de sang de silence et de paranoïa. À mesure que le cartel grandissait, j'ai découvert une vérité plus sombre que toutes les exécutions auxquelles j'avais assisté. La véritable puissance ne se trouvait pas seulement dans les fusils ou dans les montagnes de cocaïne, mais dans les alliances invisibles avec ceux qui prétendaient nous combattre. En 2017, le Mencho a commencé à parler de politique. Au début, je croyais qu'il faisait référence à de simples fonctionnaires corrompus, faciles à acheter avec des valises de billets. Mais la réalité était plus vaste, plus complexe. Ma mission changea. Je n'étais plus seulement un soldat ou un garde du corps, je devenais un intermédiaire entre le cartel et les institutions. J'ai remis des enveloppes à des policiers municipaux, acheté le silence de juges, soudoyé des militaires. Certains exigeaient et des millions d'autres se contentaient d'une maison ou d'un véhicule de luxe. Le Mencho avait raison, les politiciens étaient comme des prostituées, chacun avec son prix. Mais ce que je découvrais, c'était que parfois, ils n'avaient même pas besoin d'être achetés. Beaucoup venaient d'eux-mêmes proposant leurs services pour un siège, une campagne, une promotion. Puis vint 2018. Tout indiquait qu'Andrés Manuel López Obrador allait gagner les élections présidentielles. Contrairement aux autres politiciens, il ne ressemblait pas à un homme qu'on pouvait simplement acheter. Le Mencho avait étudié son profil, ses discours, ses promesses. Sa corruption est idéologique, disait-il. Les idéalistes sont plus faciles à manipuler que les corrompus parce qu'ils croient faire le bien. L'idée fut alors lancée, ne pas lui offrir de l'argent, mais quelque chose qu'il désirait plus que tout, la paix. Une trêve. Réduire la violence publique, cesser les affrontements spectaculaires, calmer les exécutions dans les rues, en échange de moins de pression fédérale sur nos opérations. C'est là que je suis entré en jeu. On m'a chargé d'infiltrer l'entourage du futur président, d'établir des contacts, de préparer le terrain. Grâce à Rodrigo Hernández, un ex-capitaine de l'armée que nous avions acheté depuis longtemps, j'ai obtenu un accès inédit. Nous savions à quelle heure AMLO arrivait au Palais national, qui l'accompagnait, quelles étaient ses habitudes. Puis vint le matin de mars 2019. Avec de faux papiers de journaliste, je suis entré dans les jardins de Palacio Nacional. 2 minutes, pas plus, m'avait dit Rodrigo. 2 minutes pour tendre une lettre écrite de la main du Mencho. Ce papier, sans en-tête ni signature, proposait un pacte silencieux, moins de violence, en échange d'une tolérance implicite. Je revois encore le président lisant ces lignes, son visage changeant de couleur. Quand il a levé les yeux vers moi, il m'a dit « Le Mexique ne négocie pas avec des criminels. Si vous voulez la paix, livrez-vous à la justice. » C'était comme un couperet. Mais ce que j'ai découvert plus tard fut encore plus troublant. Des mois après, lors d'une rencontre secrète, j'ai compris que toute cette mission avait peut-être été un piège. Que les véritables joueurs n'étaient ni le Mencho, ni même AMLO, mais des élites mexicaines, des ex-fonctionnaires et même des agences américaines qui voulaient précipiter le pays dans une guerre ouverte. Mon rôle n'avait été que celui d'un pion. Je croyais servir un homme. En réalité, je servais un système. Et dans ce système, ni la loyauté, ni le sang versé, ni les promesses ne comptaient. Ce qui comptait, c'était le jeu invisible, celui où les cartes étaient toujours truquées et où les vrais patrons ne se montraient jamais. Après le refus d'AMLO, tout a basculé. Ce qui devait être une trêve silencieuse s'est transformé en déclaration de guerre. Les promesses de calmer la violence se sont envolées, remplacées par un engrenage sanglant où chacun gouvernement comme cartel voulait prouver qu'il avait le dernier mot.
Au printemps 2019, les opérations fédérales se sont intensifiées. Des milliers de soldats de marine de garde nationaux furent déployés dans 8 États. Des laboratoires furent démantelés, des tonnes de méthamphétamine saisies, des comptes bancaires gelés. Chaque semaine, un commandant tombait, parfois même un homme du cercle proche. C'était une véritable chasse à l'homme. Et moi, en tant que membre de la garde rapprochée, je vivais cette pression comme une menace permanente. La réponse du Mencho ne s'est pas fait attendre. Il ne voulait pas seulement répliquer, il voulait humilier. En juillet, nous avons encerclé un hôtel de luxe à Guadalajara où des procureurs se réunissaient. 50 de nos hommes visibles lourdement armés ont attendu à l'extérieur sans tirer un seul coup. Le message était clair. Nous savons où vous êtes, nous pourrions vous abattre, mais nous choisissons de ne pas le faire. Les vidéos ont circulé et l'État est apparu impuissant. Puis vint le coup le plus audacieux, le piratage des chaînes de télévision. Octobre 2019. Pendant 30 secondes en plein direct, l'image d'El Mencho masqué est apparue sur les écrans de tout le pays. Son message à AMLO était sans équivoque. Vous avez choisi la guerre, nous l'acceptons. Mais souvenez-vous, nous connaissons vos faiblesses. Ce jour-là, j'ai vu la panique gagner jusqu'au couloir du Palais national. Mais cet excès de défi a eu un prix. Quelques jours plus tard, une opération fédérale d'une ampleur inédite a frappé nos bases. 15 000 hommes, appuyés par des hélicoptères et des forces spéciales, ont lancé des offensives coordonnées dans plusieurs États. Plus de 150 de nos opérateurs furent arrêtés, des entrepôts entiers brûlés. Nous perdions des millions en quelques heures. Le pire était encore à venir. En novembre, le Mencho a ordonné une série d'attaques spectaculaires, une base de la garde nationale, détruite à la grenade des hélicoptères militaires, abattu des convois blindés, paradant dans les rues de Mexico en plein jour. Le pays entier était en état de siège. Mais au fond de moi, je savais que nous avions franchi un point de non-retour. Ce n'était plus une guerre pour le territoire, c'était une guerre d'extermination. Et moi, je n'étais plus seulement spectateur. J'étais assis dans les conseils de guerre, je coordonnais des infiltrations, je gérais des informateurs dans la police et l'armée. Chaque décision que nous prenions coûtait des vies. Des civils, des soldats, des jeunes sicarios que j'avais vus grandir. Chaque nuit, leur visage revenait dans mes cauchemars. Peu à peu, une pensée obsédante s'est imposée. Tu n'es pas un soldat loyal. Tu n'es qu'un pion dans un jeu qui te dévore. La loyauté au Mencho que j'avais tant de fois répété se fissurait. Ce n'était plus seulement la peur qui me guidait, mais une lassitude profonde, une envie de fuir. Mais dans le cartel, on ne démissionne pas. On ne prend pas sa retraite. La seule issue, c'est la prison ou la mort. Chaque pas que je faisais était surveillé. Chaque mot que je prononçais pouvait être mal interprété. J'étais prisonnier d'un empire que j'avais contribué à bâtir. La chute ne fut pas un instant précis, mais une lente agonie, un effondrement intérieur qui m'a poussé à envisager l'impensable, trahir, collaborer avec l'ennemi pour sauver ma peau et celle de ma famille. Je savais que le jour où je franchirais ce pas, je signerais ma condamnation. Mais je savais aussi que rester signifierait une mort certaine. C'est dans ce dilemme que j'ai compris ma chute avait déjà commencé. En 2020, alors que le Mexique se débattait dans la pandémie, j'ai vu mon unique chance de survie s'ouvrir devant moi. Les opérations du cartel avaient ralenti, les mouvements étaient moins visibles. Le Mencho avait ordonné une semi-trêve pour ne pas attirer l'attention. Moi, j'y ai vu une fenêtre, un espace fragile pour disparaître. C'est à ce moment-là que j'ai contacté par l'intermédiaire d'un avocat des agents de la DEA. Pendant des mois, j'ai négocié ma sortie tremblant à chaque rendez-vous clandestin. Je savais qu'une erreur signifiait une balle dans la tête, que ce soit de la part du cartel ou des autorités mexicaines. Mais j'étais décidé, mieux valait trahir que mourir en silence.
En décembre 2020, je me suis présenté au consulat américain de Guadalajara. J'ai franchi cette porte en sachant que Marco Antonio Villarreal Sánchez cesserait d'exister. À l'intérieur, j'ai livré tout ce que je savais, les itinéraires de drogue, les noms de commandants, les comptes bancaires, les politiciens payés. J'ai signé ma propre condamnation, mais j'ai aussi acheté une nouvelle identité. Pendant 6 mois, j'ai vécu enfermé dans une prison fédérale au Texas, collaborant avec le FBI, la DEA, les procureurs mexicains. Chaque information que je donnais entraînait des arrestations, des saisies des morts aussi. Plus de 1950 opérations ont été déclenchées grâce à mes révélations. Je suis devenu à la fois bourreau et traître, un homme qui détruisait de ses mots ce qu'il avait protégé de son sang. Aujourd'hui, je vis sous un autre nom dans une ville dont je ne peux pas parler. Ma mère et mes sœurs ont été relocalisées. Nous respirons encore, mais nous ne vivons plus ensemble. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois les visages de ceux que j'ai tués, les cris des innocents pris dans nos guerres, la lettre que j'ai tendue au président dans ce jardin silencieux. Je ne crois plus en la rédemption. On ne lave pas le sang avec des aveux. On ne rachète pas des années de crimes par quelques informations offertes à l'ennemi. Mais j'ai au moins gagné une chose, le droit de raconter. Le droit de dire que derrière les titres des journaux, derrière les statistiques de la violence, il y a des hommes, des familles, des choix irréversibles. Je voudrais dire aux jeunes tentés par ce monde que le narco n'est pas un raccourci vers la gloire, mais un piège qui se referme sur vous dès le premier pas. Vous croyez entrer pour nourrir vos proches, mais en vérité, vous signez un contrat avec la mort. On ne sort pas vivant de cette cage, sauf si l'on accepte de perdre tout le reste, son pays, son identité, sa dignité. Ma vérité est simple, j'ai cru servir un homme, puis un cartel, puis une cause. Mais j'ai fini par comprendre que je n'étais qu'un pion dans un jeu plus vaste, manipulé par des forces invisibles, élites politiques, intérêts étrangers, réseaux corrompus. Les vrais patrons ne se montrent jamais. Ils tirent les ficelles dans l'ombre, pendant que des hommes comme moi se salissent les mains et y laissent leur vie. Aujourd'hui, mon aveu est mon seul héritage. Que celui qui m'écoute sache, le pouvoir attire mais détruit. La loyauté aveugle tue, et la paix ne se négocie pas avec des balles. Moi, je resterai marqué à jamais comme l'homme qui a tendu au président du Mexique une lettre du plus puissant cartel du pays. Et cette cicatrice, je la porterai jusqu'à ma mort.